Alors, on va entrer maintenant dans la discussion, je dirais dans le vif du débat. Je ne vous présente pas Thomas, on a eu le plaisir de l'écouter tout à l'heure, il nous a présenté le plan de relance. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Hélène Ska, qui est la secrétaire générale de la CSC. Elle est issue d'une famille d'agriculteurs. Elle a étudié la sociologie à l'UCL et elle a commencé en 1993 à travailler pour le bureau d'études de la CSC. En 2009, elle en est devenue la secrétaire nationale et en 2014, elle a succédé à Claude Rollin au poste de secrétaire général de la CSC. Elle est spécialisée dans l'emploi, la formation et l'éducation. Alors, j'avais envie de sortir de la citation il y a quelques semaines, qui a été notée par un journaliste. Dans le cadre de la crise actuelle, je crois que c'est important qu'on s'en souvienne et ça fait en lien à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le bien-être et sur l'importance aussi d'inclure dans tous ces plans de relance tous les citoyens. Et elle dit ceci: si l'économie a continué à tourner depuis un an, c'est parce que les travailleurs ont continué à s'investir en dépit des difficultés. Et même beaucoup plus, les heures de Teams, de Zoom se sont accumulées, les pauses n'existent quasiment plus, les heures de travail n'existent plus, on travaille tard le soir et tôt le matin, la pression est donc devenue de plus en plus forte sur les travailleurs de certains secteurs, et donc il va falloir faire confiance aux travailleurs et recréer un cadre favorable au retour au travail. Et alors, on a dit d'elle, et je trouve ça une belle citation aussi, hein, c'est une main de fer dans un gant de velours. Je n'en connais pas beaucoup des femmes comme ça. Voilà, merci, bienvenue à Marie-Hélène. Franck Bex, avocat, c'est un juriste de la KUL. Il a commencé à travailler dans les cabinets ministériels, d'abord comme conseiller juridique au cabinet du logement de Marino Keulen en 2003. Il est devenu le porte-parole du ministre Keulen ensuite. Et puis de 2005 à 2007, il a été le porte-parole de Fintje Moerman, qui était ministre flamand de l'économie, des sciences de l'innovation et du commerce extérieur. Il est entré chez Essentia en 2008 en tant que porte-parole responsable de la communication et des affaires publiques. Il en a été le directeur général pour Essentia Vlaanderen en 2014. Et depuis quelques mois, il est le nouveau directeur du Centre de connaissances et de lobbying de VOCA, le réseau flamand d'entreprises bien évidemment bien connu. Il est également président de Bluechem, l'incubateur pour la chimie durable, Plastic Q, l'organisme de formation pour le secteur des plastiques, et membre de la plateforme STEM, qui conseille le gouvernement flamand sur toutes les actions dans ces matières-là. Et enfin, Dominique Demonté du côté d'Agoria, qui a succédé à Thierry Castaigne comme directeur général d'Agoria Wallonie en 2019 jusqu'au 1er mai 2021. Il est devenu donc tout récemment directeur du département Contexte d'Agoria. Il nous expliquera le domaine d'activité de Contexte. Il est docteur en génétique de l'université de Namur. Il a été directeur du bioparc de l'ULB à Charleroi et vice-président du pôle de compétitivité BioWin. Il est un acteur de premier plan dans le développement économique du secteur il a été, ou il est toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, grâce à son activité, ça a été dans le développement économique du secteur des sciences de la vie en Wallonie. Et il a joué en Wallonie un rôle qui va bien au-delà du secteur des sciences et il partage avec Thomas le fait d'être Carolo. Alors, première peut-être question à chacun. Qu'est-ce que vous, comme acteur, comme partenaires sociaux, qu'est-ce que vous pensez de ce plan de relance, de cette contribution? Est-ce que ça va vraiment aider les acteurs de l'économie à bouger? Et est-ce qu'il va y avoir un effet d'entraînement de la part des entreprises qui vont s'associer? Ça va créer de l'emploi, ça va créer de la valeur, ça va créer de l'activité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Le micro fonctionne. Alors évidemment, vous posez la bonne question, et c'est de fait la question qu'on se pose. Puisque si je vais prendre un peu une métaphore, hein, si la Belgique est une voiture, on peut se dire qu'un plan de relance, c'est du nitrogène qu'on met pour accélérer de manière très très forte pendant un moment. Et de fait, le plan de relance aura un impact immédiat sur l'économie. La question qu'on se pose, c'est une fois que le nitrogène sera parti, est-ce que la voiture sera plus performante, qu'elle ira mieux, pour le dire comme ça, ou qu'elle sera plus confortable, ou qu'elle permettra un meilleur train de vie. Donc c'est la vraie question qu'on se pose actuellement, avec aussi, vous disiez, est-ce qu'il y aura un effet d'entraînement des entreprises? Je pense que, en tout cas, la demande du côté des entreprises ou d'Agoria, c'est justement de pouvoir être un partenaire de ce plan de relance et de voir comment on peut aider à opérationnaliser, monitorer, hein, c'est vraiment au cœur de ce qu'on disait ici, et surtout de s'assurer qu'au-delà de l'effet nitrogène à court terme, on aura un effet
à plus long terme. Et on pourra, entre autres, revenir sur le plan de la digitalisation qui est un de nos dada et pour lequel on a pas mal d'idées qu'on est prêt à partager avec le secrétaire d'État, ses équipes et bien entendu les différents niveaux de pouvoir en Belgique. Franck, pour le VOCA, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, je vais mettre le masque ici. Je pense que ça va mieux comme ça. Non, pour VOCA, on a aussi bien analysé le plan de relance. On a aussi eu l'occasion plusieurs fois de débattre avec le secrétaire d'État. Je pense qu'il y a certainement de bons éléments. Je pense sur les grands axes climatiques, énergie-climat. Maintenant, les systèmes de transport de l'hydrogène, du CO2, ça pourrait vraiment aussi aider les entreprises industrielles de se transformer. Donc, je pense que c'est certainement un bon élément. Aussi, tout ce qui est mobilité, on voit quand même aussi des investissements ferroviaires dans le développement du rail. Je pense aussi que c'est très important pour le model shift. Et ensuite aussi le digital, qui prend quand même aussi un place important avec le plan 5G au niveau national. Je pense que ça, c'est positif. Et ce qui est maintenant très important, de bien veiller aussi qu'on peut créer un levier pour les entreprises, pour des investissements aussi privés, parce que en fait, ce sont tous des grands moyens pour le public, des investissements publics. Maintenant, il faut aussi voir comment peuvent en fait profiter les entreprises belges pour vraiment faire partie en fait de la relance aussi. C'est pas seulement le gouvernement qui doit le faire, ce sont en fait les entreprises belges. Qu'est-ce qu'il faut pour que les entreprises se bougent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les entreprises se bougent et soient partie prenante de ce projet? Oui, je pense qu'il est très important de bien voir comment on va maintenant investir ça dans l'économie belge. Le secteur des bâtiments, certainement aussi, mais aussi l'industrie chimique et tout ça. Comment on peut vraiment bénéficier de ce plan de relance, mais aussi le plan de relance dans l'extérieur, parce qu'on est aussi très focusé sur l'export, les investissements aussi extérieurs. Comment on peut aussi profiter des investissements que l'Allemagne, les Pays-Bas, la France fait aussi. Donc, je pense que ça peut vraiment faire la relance, mais avec un plan de relance, ce n'est pas fini. Il faut vraiment un taux d'investissement plus élevé de l'État. Maintenant, je pense que c'est 3% avec le plan de relance. Après, le plan de relance, c'est 2,5%. Mais il y a déjà beaucoup de hommes politiques qui ont dit qu'il faut un taux d'investissement de 4% des investissements publics. Et ça peut aussi vraiment devenir un levier pour les entreprises privées. Ça, c'est une chose positive. Mais bon, peut-être après, j'ai aussi quelques préoccupations, mais c'est peut-être pour après. D'accord. Oui. Marie-Hélène, quand on a préparé l'échange de la table ronde, vous avez beaucoup parlé, mis en avant la formation. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet-là? Mais tout d'abord, le plan de relance, il s'inscrit dans une dynamique européenne qui, heureusement, voit la relance comme autre chose qu'uniquement des infrastructures. Pour nous, c'est extrêmement important. On n'est plus dans des plans de relance comme on les a connus au niveau européen en disant on va créer un immense réseau de fibres optiques à travers toute l'Europe, enfin les choses, ok, comme on en faisait peut-être au Moyen-Âge, en faisant rêver les gens, mais qui se matérialisaient très peu. Donc on est sur un plan de relance qui concerne aussi la cohésion de la société. On voit dans la période Covid qu'on en a besoin. Et donc, c'est quelque chose qui est orienté et qui est compréhensible très facilement par la population et qui est du concret pour la population, notamment tout le volet construction, tout le volet rénovation, isolation, etc. Donc, c'est à portée et à hauteur d'hommes et de femmes, je dirais. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi, et je rejoins l'intervenant du VOCA, un premier pas dans une dynamique d'investissement. Nous y avons appelé comme interlocuteurs sociaux à avoir au moins 4% effectivement d'investissement permanente. Et donc c'est un changement de cap aussi par rapport à une dynamique qui était il faut économiser, il faut économiser, il faut économiser. Donc ici on se réouvre à une perspective qui donne du champ aux acteurs. Et puis sur la formation, effectivement, c'est un volet important. Et donc c'est important pour nous que ça fasse partie intégrante du plan de relance. Parce que sinon, ça reste des vœux pieux ou des bonnes intentions, mais sans capacité de le concrétiser. Et donc ici, l'enjeu sur la formation, ce sera d'articuler le rôle de l'enseignement, des acteurs, etc., mais aussi d'envoyer un message aux jeunes générations. Je prends notamment le secteur de la construction. Trop souvent, on a parlé de valorisation, de revalorisation des métiers techniques et professionnels. Personnellement, je pense qu'on est au-delà de ça. On doit expliquer et donner envie aux jeunes d'aujourd'hui de dire « soyez acteurs de demain ». Quand vous mettrez vos enfants dans une école dans 10 ans, dans 15 ans, soyez fiers que c'est vous qui l'ayez rénové, qui l'ayez isolé, etc. Rendre de la fierté, donner de la fierté de faire quelque chose, ça fait aussi partie intégrante des conséquences d'un plan de relance comme celui-là.
Thomas, d'être inondé de questions de la part des autres membres de la table ronde, je voulais te poser la question inverse. Qu'est-ce que tu attends des partenaires sociaux? Tu as beaucoup parlé d'effets d'entraînement, d'accueil de ce plan de relance, etc. Quel rôle tu estimes qu'ils doivent jouer? Donc deux commentaires, un sur le processus et ta réponse, et puis un sur l'investissement public qui est important. Sur le processus, bon, on a travaillé avec des délais très très courts, c'est-à-dire qu'on devait rendre à la Commission européenne fin avril et on a commencé en retard parce qu'on a commencé après la formation du gouvernement fédéral en octobre. Et donc ça a été la course complète et au final on a réussi, en plus en Belgique c'est compliqué parce qu'on doit le faire de façon concertée, à être parmi la première bonne moitié de pays européens qui a rendu. Mais c'est pas pour autant qu'on s'est dit qu'on allait faire un exercice en chambre, donc on a essayé le plus possible, sachant les contraintes de temps, de concerter. On a eu plusieurs discussions avec le Conseil central de l'économie qui représente les partenaires sociaux, avec le Conseil fédéral du développement durable dans lesquels il y a des associations de l'environnement, des associations qui représentent les jeunes, pour à la fois avoir des avis d'initiative, c'est-à-dire quelles seraient vos orientations qu'on peut rentrer dans le plan, et puis chaque fois qu'on remettait un draft à la Commission européenne, même si les délais étaient très courts, et d'ailleurs merci à tout le monde qui a joué le jeu, d'avoir quand même des échanges sur cette base-là. Donc on a eu une partie de concertation. Maintenant, je pense que ce qui est vraiment important, et on s'est engagé aussi, c'est dans l'exécution du plan, de s'assurer que si on veut maximiser cet effet induit sur l'économie belge, le fameux effet de ricochet de la boule de flipper dont on a parlé, si on veut le maximiser, il faut qu'on travaille avec les partenaires sociaux, avec les entreprises, avec les syndicats, sur comment est-ce qu'on fait pour capter un maximum de valeur et d'avoir cet effet multiplicateur et ce cercle vertueux en Belgique. Sur l'investissement public, ce qu'a dit Marie-Hélène est très important. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé les 20 dernières années? On avait une limite budgétaire de 3% de déficit par an imposée par l'Europe. Comment un politicien réfléchit? C'est qu'en fait, c'est toujours plus facile de couper dans des investissements que de couper dans des politiques récurrentes. Donc, quand on a eu la trajectoire de convergence imposée par l'Union européenne, au-delà du fait qu'elle était débile d'un point de vue conceptuel, mais les États ont quand même essayé de la respecter. Et donc, en fait, ils ont coupé plus dans les investissements que dans les dépenses récurrentes. Et donc, on voit que l'ensemble des pays européens, là où dans les années 80, on est à 4%, 5% en investissement public, tout le monde plonge depuis les années 80. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est celle du malade imaginaire de Molière. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs budgétaires, on coupe les investissements, et plus on coupe les investissements, plus on a des déficits, parce que des investissements, et ça c'est intéressant d'en parler avec des gens qui sont dans le monde de l'entreprise, dans la comptabilité publique, on n'a pas de différence entre ce qui est du bilan et ce qui est du compte de résultat. Dans une entreprise, un investissement, vous le comptez sur votre bilan, pas dans votre compte de résultat, ça n'a pas de sens. En comptabilité publique, vous n'avez pas cette différence-là. Il n'y a qu'un déficit annuel. Et donc, parfois, j'ai des réactions qui disent « Ouais, on veut aller vers 4%, mais ça va encore ajouter une part publique dans le PIB. » Mais non, parce qu'un investissement, ce qui est vrai dans le monde de l'entreprise, l'est vrai aussi dans le monde public, c'est ce qui vous prépare au futur, c'est ce qui vous permet finalement de créer les conditions de la prospérité, de votre compétitivité, de votre productivité, et qui vous permet de répondre aux enjeux des générations futures. Et donc c'est essentiel aussi en comptabilité publique de faire cette différence-là, et augmenter l'investissement est ce qui permet de lutter contre nos déficits futurs, et ça ne va pas ajouter au déficit. On a beaucoup parlé des indicateurs cet après-midi. On parlait du PIB, on a la position de Philippe Donnet pour le bureau du plan, on a eu les réflexions des représentants de la Commission européenne sur l'analyse des impacts et aussi tout ce qui va se passer dans les orientations de l'attribution de ces plans et du suivi de ces plans avec les grandes parties d'affectation. Vous en pensez quoi des indicateurs? Est-ce que les indicateurs qui sont actuellement sont suffisants? Est-ce qu'ils doivent être réformés, réorientés? Est-ce que ces indicateurs finalement qui orientent les politiques et qui permettent surtout après coup de pouvoir s'assurer que les résultats sont bien ceux qui étaient promis au départ? Donc ce sont des formes de tableau de bord. Quelle est votre position par rapport à ça? Moi, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure dans les débats, les indicateurs, on peut en avoir beaucoup. La question, c'est plus, la manière dont on les mesure. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va relier les différents projets par rapport aux différents indicateurs. Ça, je pense que c'est essentiel.
Parce qu'évidemment, quand on parle de développement économique ou de développement d'un pays, c'est multifactoriel. Hein, et donc, on peut aussi à un moment se dire, tiens, comment est-ce qu'on découpe les effets spécifiques du plan de relance par rapport à d'autres. Donc, il y a toutes les questions de méthodologie, ça a été abordé. Et puis alors après, ce qui est plus difficile, c'est comment on mesure, et c'est ça qui moi me pose plus de questions, entre autres sur le volet digital, comment est-ce qu'on mesure la montée globale en compétences du pays, de ses citoyens, de ses entreprises. Et donc c'est plus vraiment cette corrélation entre l'impact qu'on va avoir des investissements qui sont faits, les indicateurs qu'on met, et comment on inscrit ça dans des trajectoires plus stratégiques. Marie-Hélène? Oui, donc pour nous, la question des indicateurs, elle est cruciale parce que c'est la question du thermomètre. Et donc, soit on a un thermomètre qui est bien calibré et qui mesure l'ensemble des aspects, soit on aura un thermomètre, pour reprendre l'illustration du malade imaginaire, qui va monter et descendre, mais on ne saura pas pourquoi il monte et il descend. Alors quand la fièvre monte, c'est facile, hein, on prend un dafalgan, ça fait baisser la fièvre, mais ça ne résout rien. Et donc si on n'a pas des indicateurs qui traduisent ce qu'il y a derrière dans la boîte à outils et la manière dont la machine fonctionne, on se trompe. Le deuxième élément qui est important dans les indicateurs pour nous, ce sont les indicateurs de cohésion et donc de mesure aussi d'écart entre le maximum et le minimum. On peut souvent avoir des indicateurs de moyenne, hein, d'évolution moyenne, mais vous savez comme moi qu'on peut se noyer dans une rivière dont la moyenne de profondeur est d'1 mètre, parce qu'il peut y avoir dans une moyenne de profondeur 4 mètres d'un côté et 20 cm de l'autre. Donc la moyenne ne veut rien dire. Donc le choix des indicateurs, qui va aussi pousser à aller voir au-delà de ce qui se fait maintenant et au-delà des références qui sont les références habituelles, sera extrêmement crucial. Et si on veut vraiment entrer dans une nouvelle ère d'investissement privé, d'investissement public et de rôle de l'État, on a intérêt à se doter d'indicateurs qui soient des indicateurs pluriannuels, qui soient des indicateurs un peu plus complexes que ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc nous, on ne plaide pas pour qu'il y ait 25 000 indicateurs, mais on plaide quand même pour qu'on ait des indicateurs qui soient à la mesure du changement qui veut être impulsé dans l'économie. Et le plan de relance a ça de particulier, enfin moi je n'aime pas quand on parle de plan de relance, c'est un plan de transformation aussi de l'économie. On est en train de changer les chaînes de valeur, de changer la manière dont l'économie est structurée et organisée, et donc il faut que ces indicateurs, cet alphabet, ils soient adaptés au monde dans lequel on veut entrer. Voilà, j'allais même dire c'est un plan de transmutation. Franck, tu veux rajouter quelque chose? Oui, très important, les indicateurs sur les investissements, mais aussi les indicateurs sur la position de la Belgique comme pays compétitif aussi, pour attirer des investissements, pour créer des jobs, des emplois, pour créer aussi de nouvelles entreprises. Et pour ça, pour moi et pour Voca manque un peu dans ce plan, c'est les réformes. On connaît les handicaps structurels de la Belgique, il faut les résoudre. Hein. C'est d'abord le marché du travail. On a aujourd'hui publié une étude, ou une petite enquête qu'on a fait cette semaine. Il y a déjà une pénurie de nouveau des jobs, hein, surtout en Flandre. Les patrons, les employeurs qui veulent embaucher des gens, il y a de nouveau une pénurie. 2 sur 3 dit qu'il y a plus difficile de trouver des gens pour des jobs qu'avant la crise Covid. Donc on voit directement de nouveau des handicaps structurels qui sont là. Donc il faut résoudre ça. Il faut un taux d'emploi en fait plus élevé de 80% aussi pour payer la sécurité sociale. Donc pour ça, il faut vraiment des réformes au niveau fédéral, au niveau régional, de les pensions, hein, tout ce qui est donc débat sur le vieillissement, la facture du vieillissement. Il faut aussi trouver des solutions. Hein. On voit que ça devient une facture énorme. Pour ça, j'attends aussi du gouvernement d'avoir des réformes, des réelles réformes. Sur le plan fiscal, on parle déjà longtemps d'un tax shift. Il faut aussi commencer avec ça. Donc, comment on va positionner notre pays comme plus attrayant, plus compétitif. Et pour ça, il ne faut pas seulement des investissements, des milliards d'euros, mais il faut aussi des réformes. Et ça, c'est très important aussi de commencer ça avec le gouvernement fédéral. Après la crise Covid, le moment est là pour commencer les réformes ici en Belgique.